Alors, on va terminer cette super journée d'études avec la dernière table ronde, donc sur les nouveaux formats immersifs. Et la question qu'on pose, c'est aux frontières du spectacle et du divertissement. Donc, dans le paysage culturel contemporain, l'évolution des formats d'exposition connaît une révolution sans précédent. La présence de dispositifs sensoriels, de parcours scénarisés de plus en plus exploités, comme on a pu le voir jusqu'ici. Et la tendance de l'immersif est de plus en plus mise en avant dans le domaine de l'exposition. Elle transforme radicalement l'expérience du visiteur au sein des institutions culturelles. Cette transformation soulève une série de questions sur les impacts économiques, esthétiques, scientifiques et de démocratisation de ces fameux formats immersifs. La première question qui nous vient à l'esprit, bien sûr, c'est comment définir ce qu'est l'immersif. En effet, aucune définition pour l'instant ne semble faire consensus autour de ce terme qui englobe à la fois des expositions avec des scénographies monumentales ou des dispositifs d'art numérique avec, complètement immatériels et à 360 degrés. Pour commencer, les nouveaux formats immersifs transforment profondément notre rapport aux œuvres d'art et au patrimoine. Si ces dispositifs multisensoriels offrent une expérience captivante, ils suscitent beaucoup d'interrogations sur la nature de l'interaction entre les spectateurs et les œuvres d'art, notamment sur la supposée passivité des visiteurs devant ce spectacle. Donc la distance entre le visiteur et l'objet d'art ou le lieu visité est-elle accrue ou réduite par ces nouvelles technologies, et quels sont les apports esthétiques et conceptuels de ces nouvelles expériences? Par ailleurs, la question de l'apport scientifique dans les formats immersifs suscite le débat, en particulier dans un contexte où les politiques culturelles donnent une importance majeure à la dimension éducative des expositions. Donc, comment les dispositifs parviennent-ils à concilier à la fois divertissement et exigence scientifique? Et dans quelle mesure contribue-t-il au renouvellement du patrimoine et de la transmission des connaissances? Parallèlement, les formats immersifs se positionnent comme des outils pour répondre aux enjeux contemporains de la culture, la diversité, l'équité, l'accessibilité et l'inclusion. En effet, ils apparaissent souvent comme des outils qui donnent accès aux œuvres de manière plus instinctive, plus spontanée, et semblent se présenter comme plus accessibles au plus grand nombre. Comment ces technologies peuvent-elles favoriser une expérience inclusive et accessible à tous les publics? Comment peuvent-elles contribuer à la représentation et à la valorisation de la diversité culturelle, mais aussi sociale? Et enfin, la montée en puissance de ces formats immersifs soulève des questions et des enjeux économiques pour les institutions culturelles. On constate qu'un nombre croissant de musées investissent dans ces nouvelles technologies, attirés par un potentiel de génération de revenus. Cependant, ces investissements soulèvent des questions quant au retour financier attendu et sur la manière dont ces nouveaux formats peuvent contribuer à remplir les missions de nos structures culturelles. Donc, quel retour sur investissement attendent les institutions culturelles en termes financiers et en termes de réponse à nos missions? Donc ainsi, à travers ces 4 grands axes d'analyse, nous vous proposons d'explorer les multiples facettes de ces nouveaux formats immersifs d'exposition, en examinant les implications économiques, esthétiques, scientifiques et sociétales. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les représentantes et représentants des 3 structures ou projets qui ont marqué l'actualité culturelle récente par leur importante dimension immersive et spectaculaire. Nous écouterons pour commencer Léa Odenk, chef des projets culturels, et Claire Regnault Desproges, chef des projets événementiels. Elles travaillent ensemble à la direction de la programmation culturelle et événementielle de la Villette. Tous les deux ont notamment travaillé à la mise en place d'expositions telles que Pop Air et Tim Burton. Ces expositions marquent une nouvelle tendance qui tend à proposer un équilibre nouveau entre le ludique et l'éducatif. En tant qu'établissement culturel qui n'est pas pour autant pas un musée, la Villette fait preuve des choix audacieux qui mêlent presque le parc à thème et les musées. Nous écouterons ensuite Michael Cousigou, qui après avoir débuté sa carrière au château des Clos-Lucé, a dirigé pour Culture Espace les arènes de Nîmes, et notamment l'Atelier des Lumières à Paris de 2017 à 2019.
Sous votre direction, l'Atelier des Lumières s'est imposé comme une référence majeure des expositions immersives et d'art numérique. Vous conduisez aujourd'hui de nouveaux projets en tant que cofondateur de TADAM, Ferie Immersive, qui aspire à développer plus encore ce type d'exposition au-delà des frontières de la capitale, sous une forme itinérante. Enfin, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Manchon, président de l'entreprise Cultival, et Jean-Baptiste Ardouin, directeur artistique de Moment Factory. Vous avez tous les deux œuvré à la mise en place de Aura, en partenariat avec les musées de l'armée. Aura se présente comme une expérience immersive monumentale sous les dômes des Invalides. Ces spectacles Son et Lumière a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir l'Hôtel des Invalides, son architecture et son histoire par l'émerveillement. L'immersive, le spectaculaire et les arts numériques s'y rencontrent et semblent y jouer un rôle de médiation du patrimoine. Claire, c'est à vous. Et Mara Tanguy et Clélia, évidemment, pour votre accompagnement. Donc, on va vous parler aujourd'hui des expositions immersives à la Villette. Je vais tout de suite passer à la slide suivante. Ah, pardon. Autant pour moi. Et c'est un problème technique. On va s'en sortir. Ouais, la flèche, ouais, tout à fait. Et je suis sortie du moniteur. C'est bon, merci. Alors, rapidement, puisqu'on est accueilli par un master, on tenait à faire une petite présentation, une petite bio. Donc, je suis Léa Audan, je travaille au service de la programmation culturelle événementielle à La Villette. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Toulouse et j'ai également fait le Master Pro l'art contemporain et son exposition à Paris 4. Après ça, j'ai poursuivi mon parcours en étant guide conférencière, médiatrice culturelle au sein d'institutions de renom, la Fondation Le Vuitton, le 104, le Centre Pompidou. Et j'ai poursuivi ce parcours professionnel en tant qu'assistante commissaire, que curatrice indépendante également. Et je travaille donc à la Villette depuis maintenant février 2021, aux côtés de Claire. Voilà, donc bonjour à tous. Claire Desproges. Donc, moi, je suis à la Villette depuis 2 ans et demi en tant que chef de projet événementiel. J'ai commencé par une petite bio, effectivement aussi, mais donc j'ai une formation en marché de l'art, médiation culturelle. Je suis très vite tombée dans l'événementiel où j'ai travaillé 5 ans pour la Foire d'art contemporain à Art Paris. Puis ensuite, un petit passage dans la production de spectacles vivants. Et ensuite, une belle expérience pour le lancement de l'Atelier des Lumières avec Michael, qui est au bout de cette table. Voilà, pendant 2 ans. Et puis ensuite, un petit passage chez Viparis avant de rejoindre les équipes de la Villette. Alors, on va enchaîner rapidement sur une présentation très rapide du parc de la Villette, puisque c'est à la fois un quartier du 19e arrondissement, c'est une station de métro. Enfin, c'est un grand parc qui a une grande programmation. Et juste pour vous expliquer, parce que nous, on est établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Donc on est sous tutelle du ministère de la Culture. On est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui nous permet d'avoir un fonctionnement, un budget global de 50-50 entre des subventions du ministère de la Culture et à la fois nos propres fonds qui sont répartis entre le service événementiel, le service des concessions et la billetterie, notre billetterie de notre programmation culturelle, à la fois des expositions et des spectacles qu'on accueille. Mais il y a 3 autres établissements publics sur le parc. Il y a la Cité des Sciences, il y a également la Philharmonie de Paris et la Cité de la Musique, et le Conservatoire de Paris. Voilà, donc nous, Villette, Léa et moi, côté EPP GHV, on s'occupe vraiment de tout le champ d'action des extérieurs du parc, de tous les lieux qu'on a
directement en exploitation et on met à disposition aussi des lieux comme le Cabaret Sauvage, le Zénith, qui sont ce qu'on appelle les concessions. Il y a des restaurants aussi, il y a Radio Du qui a été cité tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc tout ce parc-là crée cette riche programmation entre festivals, expositions. Je vais laisser Léa en parler plus en détail. Alors oui, une programmation, comme on l'a écrit ici, pluridisciplinaire, populaire, mais exigeante. Alors rapidement, en faisant un petit sondage, est-ce que certains sont déjà venus à la Villette ? Bon, bah voilà, très bien, vous connaissez l'espace. À la Villette, donc, on a une programmation de spectacles, on va avoir beaucoup de danse, on a du cirque, on va également avoir du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on a mis là? Un petit exemple. On a aussi toute une gamme donc, de projets à l'intérieur de la grande halle. C'est un espace totalement modulable. On vernit prochainement 100% l'Expo, un festival dédié à la jeune création contemporaine gratuit. On va aussi avoir toute une programmation dédiée au jeune public avec Little Villette notamment, ainsi que des événements ponctuels, gratuits en plein air. Je pense des festivals comme Freestyle ou encore le cinéma plein air, absolument formidable à expérimenter. Et plus récemment, les fermes de la Villette. On accueille également des résidents, donc c'est aussi le moyen pour nous de soutenir la jeune création au sein de résidences à court et long terme, et ainsi tout un réseau EAC, donc éducation artistique et culturelle, qui se déroule en Île-de-France. Voilà. Alors pour enchaîner sur la particularité à la Villette et rapidement arriver à nos expositions évidemment. Donc le binôme qu'on forme avec Léa, évidemment nous ne sommes pas les deux seuls du service de la direction de la programmation culturelle et événementielle. Mais c'est vrai qu'il y a une attention qui a été portée à la Villette d'intégrer le service événementiel qui est commercial également, puisqu'on accueille des producteurs étrangers, internationaux, d'événements comme, voilà, on va en parler après, mais Popper, Tim Burton, etc. D'intégrer ce service événementiel commercial à la direction de la programmation culturelle pour justement apporter cette expertise de la médiation culturelle pour vraiment adapter nos expositions au public parisien, au public de la Villette, à nos abonnés, puisqu'ils sont quand même un certain nombre, de pouvoir intégrer tout ça dans ce paysage. On a, alors je ne sais plus si c'est Léa, tu enchaînes ou pas. Rapidement, donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec Claire, ce sont notamment des missions, de formidables missions, par exemple ici à Madrid, où en fait on va tout simplement repérer des expositions, des propositions immersives à l'étranger. Donc là, 24 heures à Madrid avec Claire, une expérience Tim Burton, puisque c'était donc en février 2023 où on a pu collaborer avec Let's Go Company, et donc pouvoir repérer ces projets pour ensuite les adapter à la Villette, ou pas. Donc là, pour le coup, ça a été adapté. On l'a ramené à la Villette, et c'est ce dont on va parler juste après. Donc les projets, justement, waouh à la Villette, s'ils ne sont pas nouveaux. On a fait une petite frise chronologique avec des projets qui commencent en 2017. On a par exemple une installation immersive avec Foresight et Ikeda. En 2017, toujours Imagine Van Gogh. TeamLab, Au-delà des limites en 2018, et en 2022, un projet dont on va beaucoup parler là, c'est Popper, et projet qu'on a cité également, Tim Burton, Le Labyrinthe. Voilà. Merci. On vous facilite pas la tâche. Donc sur toutes ces expositions qui intègrent la programmation Villette, il y a une attention qui est portée à la présidence du parc, évidemment sur ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. L'écran est un objet évident de notre quotidien. Je ne vais pas rentrer dans le sujet puisqu'il est évident. C'est logique qu'effectivement les musées et les espaces culturels, parce que je précise que la Villette n'est pas un musée, on est un parc culturel, donc on accueille des collections, mais nous n'en avons pas dans nos fonds propres. Voilà, donc on essaye d'accueillir tout ça. L'immersif prend une place très importante et depuis très longtemps, évidemment. Il y a eu un boom depuis plusieurs années, quelques années.
L'immersif regroupe beaucoup de choses. Il y a eu évidemment l'exemple qu'on a eu précisément aujourd'hui sur Parfums d'Orient, l'exposition de l'Institut du monde arabe qui est encore aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je repasse le message une deuxième fois. L'immersif regroupe beaucoup de choses, à la fois les expériences sensorielles du corps, donc très physiquement, c'est-à-dire de l'odorat, de l'ouïe, de la vision évidemment, qui peut aussi perturber le corps par les sensations, comme à l'Atelier des Lumières où les projections étaient du sol au plafond. Donc c'est vrai que quand il y a le sol qui bouge et les murs qui bougent dans un autre sens, c'est aussi perturbant en sensations corporelles. Mais ça inclut évidemment le mapping, la vidéoprojection, la réalité virtuelle. Donc il y a beaucoup de champs d'action. C'est une nouvelle forme qui est très intéressante parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui s'intéressent à ces nouvelles technologies et ça crée en fait un panorama d'artistes contemporains très intéressant. L'art immersif permet aussi, d'une manière plus sur certaines formes, de réveiller un patrimoine, par exemple, c'est vrai que quand j'ai travaillé à Art Paris, on avait accueilli TeamLab qui avait fait une projection sur la façade du Grand Palais. C'est une autre manière de voir ce bâtiment historique parisien. C'est un outil qui a vraiment plusieurs possibilités. Réveiller le patrimoine est de plus en plus numérisé aussi, donc tout ça fait sens. Et puis on a aussi évidemment, alors là je vais parler plus de mon regard du côté événementiel, mais c'est vraiment un outil de communication très intéressant. Et je vais m'arrêter parce que je vois qu'on parle pas si vite que ce que je pensais. Mais voilà, en tout cas, il y a plusieurs formes. Et tout ça est en cours de développement et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer avec ces nouveaux artistes qui émergent. On voulait vous parler donc de deux expositions sur lesquelles on a vraiment travaillé avec Claire en binôme, donc Popper et Tim Burton Le Labyrinthe. Peut-être encore un petit sondage, est-ce que certains d'entre vous sont allés voir l'une de ces deux expositions? Voilà. C'est moins que la Villette. C'est moins que l'ensemble des spectacles, j'imagine, des expositions plus classiques à la Villette. Donc, c'est une exposition expérience, en tout cas, je parle pour le moment de Popper, qu'on a d'abord repérée à Rome en 2022. C'est une exposition qui traitait à la base de l'inflatable art, donc l'art du gonflable, un peu niche, et une exposition vendue comme extrêmement immersive. Et donc, lorsqu'on allait la repérer, cette exposition, on s'est dit qu'on pourrait tout à fait l'adapter à notre établissement public. Comment faire pour adapter ce type d'exposition et répondre aux exigences d'un établissement public en termes de médiation, en termes de public, en termes de contenu scientifique. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait au sein de notre établissement. Il faut aussi se rappeler qu'on est dans une période très particulière à ce moment-là, puisque l'exposition a été inaugurée en avril 2022 et qu'on sort de la pandémie de Covid-19, on porte encore le masque et qu'on a été, tous les publics ont été très éloignés des institutions culturelles et qu'il y avait une volonté de l'établissement de créer un moment de fête un peu joyeux où tout le monde allait pouvoir justement toucher, s'immerger dans les œuvres. Et donc, qu'est-ce qu'on voit comme image? Pour Popper, à droite, on avait une piscine à boules immense et gigantesque dans laquelle les gens pouvaient venir s'immerger. Le château gonflable d'Anna Kaspersen et William Forsythe, accessible à tous les publics, et des propositions de photobooths pour que les spectateurs puissent repartir avec des souvenirs. Donc, une adaptation, une augmentation et une réelle volonté de l'établissement d'accueillir des publics familiaux, des publics très, très variés. Oui, exactement. Et c'est important en fait de voir comme Popper ou Tim Burton ont vraiment été des expositions à la Villette qui à la fois permettent d'accueillir un très large public, parce qu'il y a une réalité très concrète d'accueillir des familles où les parents n'ont pas peur que les enfants s'ennuient pendant 1h30 dans une exposition, des choses comme ça, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la sensation, il y a du mouvement, il y a de l'action évidemment des visiteurs, et en même temps d'avoir cet apport scientifique, puisque Popper a permis d'accueillir des artistes contemporains sur l'art gonflable, artistes qui ont pu être découverts par un très large public.
Voilà. Et Tim Burton en est un exemple aussi où c'est créer une circulation, un labyrinthe. Donc il y a un côté jeu aussi, de découvrir des espaces différents à chaque fois qu'on ouvre une porte. Et en même temps d'avoir ce contenu scientifique des œuvres originales de Tim Burton, qui sont des vraies œuvres en tant que telles, au-delà évidemment des grands films qu'il a pu faire. Donc les deux ne sont pas indissociables, d'avoir à la fois un contenu scientifique et à la fois une exposition qu'on peut dire, qu'on peut nommer, et j'ai pas, j'ai pas de problème à dire, très grand public. Et c'est tous les enjeux qu'on a envie de porter à la Villette, en tout cas sur l'établissement. Et je pense que c'est une nouvelle forme d'exposition et qui ne peut faire que grandir. Voilà, j'ai peut-être encore oublié des choses, mais Léa, je te laisse. Oui, rapidement pour finir. Donc, on s'est vraiment rendu compte avec ce type d'exposition que ça ramenait un tout nouveau public. C'est la première fois qu'on réussissait à capter les publics adolescents. Donc, pour ceux qui sont professionnels de la culture, vous savez à quel point c'est difficile de ramener des adolescents dans les institutions culturelles. Et on a vu ces adolescents aussi revenir ensuite à la Villette. Donc, c'est voilà, capter son audience pour ensuite les faire revenir plus facilement avec ce type de proposition-là. Et on s'est surtout rendu compte que c'était des publics qui étaient très friands d'être acteurs de l'exposition et non plus simples spectateurs, parce que on est dans l'action dans ce type d'exposition, expérience, voilà. Merci. Bien, je crois que c'est mon tour. Donc, on a une petite vidéo à vous présenter, peut-être en introduction. Et puis je me présenterai juste après. Alors c'est une expérience qui est extrêmement immersive. La vidéoprojection, le son était parfait. On va vivre des trucs de dingue. Hyper impressionnant, on se sent dans l'action, dans le moment. J'ai fait pas mal d'expériences immersives et c'est la première fois que je ressens ça. Il y en a partout, le son est juste ouf, franchement, très très bonne expérience. Le juste mot c'est féerique, c'est comme ça qu'est présenté Tadam. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. C'est du rêve. C'est vraiment bien et c'est bluffant technologiquement. Il y a des vraies sensations, quoi. On est traversé ou on est emporté, on est englobé par une expérience. Je suis encore dedans là, j'ai eu des frissons au début. Moi, mes deux petites filles par exemple, elles regardent pas de dessins animés, mais un truc comme ça, je voudrais bien les emmener. C'était une expérience mémorable, on est vraiment subjugués. Merci beaucoup pour cette aventure. Voilà, donc c'est le trailer officiel qu'on vous présente en exclusivité aujourd'hui. Donc je suis Mickaël Couzigou, je suis le cofondateur de Tadam, Féerie Immersive, avec Nicolas qui est mon associé qui est juste là dans la salle. Ce projet est né il y a très peu de temps finalement, juste au sortir du Covid. Donc comme l'a rappelé Claire, on a travaillé ensemble dans la joie et la bonne humeur dans le lancement de l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, juste pour faire un petit retour sur cette histoire, l'Atelier des Lumières, ça a été quand même un ovni culturel dans le panorama de Paris. Quand on a ouvert en avril 2018, on a tout de suite vu l'appétence du grand public pour cette nouvelle expérience. On avait fini l'année 2018 avec 1,2 million de visiteurs en l'espace de 8 mois. Donc évidemment, ça a pas mal essoré aussi les équipes sur place, mais effectivement, moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur de nouvelles formes de création artistique et de voir ces nouveaux outils qui n'existaient pas il y a aussi encore quelques années, de voir ces nouveaux outils au service de la culture, du patrimoine et de la médiation pour attirer un nouveau public plus nombreux. Ça m'a permis vraiment de
je veux dire, de me focaliser aujourd'hui sur ce nouveau paradigme qui est l'art numérique, l'art immersif. Juste après l'Atelier des Lumières, j'ai eu la chance de partir à Montréal et de rejoindre les équipes de Moment Factory, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec JB sur différents projets. Moment Factory, qui est un studio de création multimédia qui est l'un des meilleurs au monde, on va dire. J'ai eu la chance de travailler avec eux sur de nombreux projets et de m'ouvrir aussi sur un autre regard de mélange entre le divertissement, la culture, les moyens techniques qui peuvent être mis à disposition de la narration et de la création de nouvelles expériences culturelles et de loisirs. Donc Moment Factory propose toutes ces expériences-là. Donc ce sont des concepteurs. Et moi, dans mon ADN, je suis plutôt un faiseur, un créateur aussi. Donc j'avais envie de revenir en France et de lancer mon propre projet. Et donc avec Nicolas, on a repris contact ensemble. Nicolas travaillait aussi un peu pour l'Atelier des Lumières avec sa compagnie qui s'appelle Common Sense, qui fait de la billetterie, un système de billetterie solidaire. En fait, on peut verser des dons quand on prend son billet pour l'entrée de l'Atelier des Lumières. Donc c'est Nicolas qui avait mis en place cette solution-là. Donc on s'est revu à mon retour de Montréal et j'avais envie de créer une expérience, un projet immersif, mais qui ne soit pas concentré sur Paris. Et comme vous le savez, à Paris, il y a une concentration de l'offre, on va dire innovante, de l'offre culturelle. Et quand on habite en dehors de Paris, quand on habite dans les territoires, on n'a pas forcément accès à ces expériences-là. Donc on s'est mis en quête de trouver un système qui nous permettrait de voyager, d'être itinérant, de s'affranchir de la contrainte du lieu, donc de ne pas avoir à louer un espace de un convention center ou de trouver une salle dans un musée ou de trouver une salle de congrès. Donc on s'est dit il faut qu'on fabrique notre structure. Et donc rapidement on en est venu à imaginer un projet forain. Et on est tombé sur une photo de 1903. Alors je ne l'ai pas ici, mais c'est une photo qui présente l'autocinéma et qui est en fait, le cinéma s'est démocratisé et a été présenté au tout début du XXe siècle par les forains. Et c'est les forains qui ont vraiment démocratisé ce système, cette innovation culturelle auprès du grand public en allant de village en village, avant d'être contraints d'arrêter sous les lois justement répressives autour des gens du voyage à partir de 1912, et finalement de se faire voler aussi ce format-là, ou reprendre en main par les grands groupes comme Gaumont, Pathé, qui vont les empêcher finalement d'être des diffuseurs du cinéma. Donc c'est un peu comme ça que s'est faite l'histoire des débuts du cinéma, et on trouvait qu'il y avait un écho intéressant pour nous de redevenir des forains, de pouvoir aller au plus près des habitants des territoires et de s'implanter à la manière des cirques et à la manière des forains d'autrefois dans les cœurs de ville ou en périphérie pour montrer ces expériences immersives et ouvrir un peu le regard de ce public-là qui n'a pas forcément la chance de venir à Paris voir la Villette, venir ici à l'Institut du Monde Arabe ou aller à l'Atelier des Lumières. Et ils sont très nombreux finalement, pour certains d'entre vous qui habitent certainement peut-être ou ont habité en province, il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais à Paris et qui n'iront jamais à Paris, même par principe. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener cette structure itinérante au plus près du grand public. Alors Tadam, c'est d'abord une grande salle, qui est une salle de 400 mètres carrés, entièrement montable et démontable. À l'intérieur de la salle, vous avez une salle de diffusion de 200 mètres carrés. On a des vidéoprojecteurs qui diffusent sur un écran de format cubique. Donc on met en scène, on crée, on produit nos propres contenus, on raconte nos histoires avec des motion designers, avec des jeunes créatifs, dans une contrainte de lieu qui est un lieu immersif. Et en fait, on s'est rendu compte avec aussi les jeunes artistes qu'on racontait, notre rapport à l'image, il est le même depuis les Frères Lumière. C'est-à-dire qu'on s'installe dans une salle de cinéma, en velours rouge généralement, comme depuis le début, et on regarde un écran de la même manière depuis 120 ans. Et on regarde la télé de la même manière, et on regarde Netflix de la même manière. Donc on a un rapport à l'écran qui est toujours le même. Et les écoles de cinéma enseignent le cadre, donc il faut rester dans le cadre. Et l'immersif, en fait, c'est tout un autre regard. Et c'est toute une autre manière de réaliser des contenus audiovisuels
dans l'espace. Donc on est dans une mise en scène, dans une mise en espace qui est assez compliquée à comprendre, et il faut faire beaucoup de tests. Et Jean-Baptiste ici pourra en parler mieux que moi parce qu'il est vraiment à l'intérieur de la création, mais c'est vraiment d'avoir la faculté de soi-même se mettre dans l'image. Et donc les réalisateurs de films VR ou les réalisateurs de jeux vidéo ont cette manière de penser en 360, de penser l'immersion, mais ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement enseigné dans les écoles de cinéma aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller vers ces nouveaux formats, et en ça, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre de nouvelles voies. Alors, je ne parlerai pas de l'IA aujourd'hui, mais l'IA va aussi permettre d'adapter des formats, non pas de remplacer les créatifs, mais de les aider, ou de les aider sur les créations d'images, de gagner du temps. Mais en tout cas, on est dedans. Donc ces outils-là existent et il va falloir les utiliser. Donc voilà, donc, ce projet-là s'inscrit vraiment dans une nouvelle forme de narration audiovisuelle. La technologie existe aujourd'hui. Elle n'existait pas forcément il y a 10 ans. C'est en plein essor. Les vidéoprojecteurs aussi ont énormément évolué. Les systèmes de show control, donc les machines qui gèrent la diffusion, ont énormément évolué aussi. Donc ces outils sont à notre disposition et à la disposition de jeunes créatifs, de cinéastes, de metteurs en scène, pour mettre en scène des spectacles, des expositions et trouver de nouvelles voies de narration. Donc Tadam sera un endroit où on pourra diffuser ce type d'expérience-là. On est déjà en contact aussi avec des écoles comme les Gobelins, comme Artefix, et à chaque fois qu'on va aller dans une ville différente, on va pouvoir aussi entrer en contact avec les écoles locales pour proposer aux étudiants de s'essayer au format immersif. L'autre volet que l'on a chez Tadam, c'est un volet à impact, c'est un volet social. L'idée, c'est que comme on va bouger dans différentes villes, c'est pas simplement de vendre des billets, évidemment. L'idée, c'est aussi de pouvoir nous implanter dans une ville, de venir dans cette ville et de revenir dans cette ville et de bâtir des liens forts avec des employés qu'on va pouvoir former, qui seront en réinsertion. Donc on veut vraiment faire de l'inclusion, faire de la réinsertion et engager du personnel qui ne vient pas forcément du milieu de la culture ou qui n'est pas forcément formé au métier de l'accueil, mais de pouvoir les former et de pouvoir les intégrer à nos équipes. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des équipes créatives aussi locales. Et dans notre système de billetterie, l'idée, c'est aussi de reverser une partie de nos gains à des fondations et à des causes que l'on souhaite soutenir lors de notre venue dans certaines villes. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre du sens aussi dans notre activité, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le business, on va dire. Voilà, donc Tadam va ouvrir ses portes officiellement à Chartres le 6 avril. Donc on a été incubé pendant près d'un an à Chartres, à la Cité de l'Innovation. On a été aussi suivi par la région Centre-Val de Loire. On est un projet de territoire. Notre entreprise Big Incredible qui porte le projet est implantée à Nogent-le-Rotrou, donc dans le Perche. Donc c'est une histoire qui s'écrit dans les territoires, pour les territoires. On a déjà des contacts aussi pour l'étranger. Il y a des opérateurs qui ont les mêmes, et puis les pays ont les mêmes problématiques que nous. Souvent, les expériences immersives sympas sont à Berlin, à Londres et dans les grandes capitales. Et sur les territoires, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc c'est un modèle qui intéresse aussi d'autres opérateurs potentiels. Je crois que j'en ai fini à peu près. Et je pense que je répondrai aussi à vos questions si vous en avez. Merci à vous en tout cas. Bonjour à tous. Numéro 1, merci. Bonjour à tous. Donc Thibaut Manchon. Et je suis Jean-Baptiste Ardouin, je suis directeur de création chez Moment Factory. Numéro 5. Numéro 5. Jean-Baptiste Ardouin, je suis directeur de création chez Moment Factory. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes ravis d'être ici et de vous rencontrer. Nous allons vous parler de Aura Invalide, qui est un magnifique projet. Pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur Cultival pour que vous compreniez d'où vient l'activité, d'où vient
l'idée, et ensuite Moment Factory, ces magnifiques fiançailles que nous avons eues ensemble. Donc Cultival est une agence qui existe depuis plus de 20 ans et dont le propos est de faire venir des visiteurs dans des lieux qui sont des lieux d'accueil du public ou qui ne sont pas ouverts au public. Donc c'est assez diversifié. Ça peut être l'Opéra de Paris, le Stade Roland-Garros, la Fondation Yves Saint-Laurent, la Garde républicaine, le Stade de France. Et dans cette réflexion-là, nous travaillons pour le compte du Musée de l'Armée dans la visite du Musée de l'Armée. Nous souhaitions apporter quelque chose de nouveau, d'innovant et faire durablement venir les visiteurs et surtout nos têtes blondes, les plus jeunes, dans ce lieu-là. Et nous avons cherché une solution pour les attirer durablement, éveiller leur curiosité. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, ouais. Enfin, on soit réactif sur le micro parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, on avait créé un spectacle en 2017 à la Basilique Notre-Dame de Montréal qui s'appelait Aura Basilique, qui est à Montréal et qui est dans la Basilique Notre-Dame. Et Thibaut et Sylvie ont découvert ce spectacle et se sont dit tiens, pourquoi pas l'amener aux Invalides, ça aura du sens. Voilà. C'est comme ça que l'histoire a commencé en 2019, quelque chose comme ça. 2019, oui. On était comme ça. Hein. On s'est tout de suite bien entendu. C'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité entre un producteur et opérateur français et un studio franco-québécois, créatif. Ouais, voilà, tout à fait. Donc voilà, on a commencé à travailler sur ce projet pendant le confinement, nous aussi, comme quoi le confinement amène à tout. Et puis 3 ans après, on a ouvert ce spectacle immersif, cette expérience immersive sous le dôme des Invalides. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu ou qui ont déjà travaillé avec moi, ça me fait beaucoup rire parce que je pense qu'il n'y a pas un mot que je déteste plus dans notre métier que l'effet waouh. Parce que en fait, je trouve que c'est vraiment une façon de prendre le problème par le plus petit dénominateur commun. Je pense que ce qu'on essaye de faire dans notre métier, oui, il y a du spectaculaire, mais il y a aussi beaucoup de sens. Et je pense qu'on a tous plus ou moins parlé aujourd'hui. Michael vient d'en parler. Donc je pense que voilà, c'est ce qu'on a essayé en tout cas de créer aux Invalides, de créer à la fois cet équilibre entre un spectacle, une expérience poétique et spectaculaire. Donc vraiment de raconter une histoire. On parle beaucoup aussi d'expériences immersives. Je crois qu'il y a un peu de marketing derrière tout ça. Je pense que ce qu'on essaie de faire, nous, en tant que concepteurs, aujourd'hui, avant tout, c'est de créer des spectacles, et des spectacles qui touchent les gens. Donc peut-être que dans cet effet waouh, avec ce terme incroyable, il y a peut-être aussi juste cette notion justement, voilà, de créer des moments magiques, des moments suspendus, des moments de grâce. Et on essaye en tout cas de créer ça dans les expériences qu'on crée. Les lieux nous aident beaucoup aussi, parce que bon, quand on arrive aux Invalides, évidemment, l'écrin à la base joue beaucoup. Donc il y a cette espèce de possibilité de créer comme ça un moment suspendu qui va à la fois toucher les cœurs, toucher aussi la dimension spectaculaire avec les moyens technologiques qu'on déploie, et être dans cet ici et maintenant et se dire ben voilà, aujourd'hui entre nous, Moment Factory, notre slogan c'est We do it in public. On fait des choses en public, on crée des spectacles en public. C'est ce qui nous différencie dans notre création depuis presque 25 ans maintenant. Et voilà, donc il y a cette idée de créer aussi un moment convivial, loin du téléphone portable, on espère, pendant au moins 45 minutes. On essaie si on arrive que les gens passent 45 minutes sans leur téléphone portable, on est très heureux. Et puis loin de leur téléphone, et puis loin des écrans, et de vivre une expérience commune dans ce patrimoine réinventé, revisité, revu, et voilà. Et Jean-Baptiste en parlait, le troisième acteur qui est pas avec nous aujourd'hui, mais que nous saluons, c'est le Musée de l'Armée. Donc le Musée de l'Armée, lui qui gère ce site du Musée de l'Armée et le Dôme des Invalides, avait besoin de renouveler son offre
de l'étendre sur des activités sur lesquelles lui n'avait pas la capacité d'investir ou d'intervenir directement faute de moyens. Et donc, nous étions 3 dans la discussion pour ce projet Aura Invalide. Le premier gros enjeu que nous avons eu avec, c'était vraiment la trame narrative, la création, savoir ce que nous allions présenter, puisque nécessairement il fallait que, à la fois, nous, Cultival, qui savons les publics à cibler, nous ayons une matière qui donne envie ensuite à tout le public de venir. Il y avait nécessairement le musée de l'armée qui, lui, a une justesse scientifique et un comité qui suit ça de très près, et on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de projection. Vous l'imaginez bien au sein du Dôme des Invalides, et puis il y a la... Et surtout pas. Et puis il y a le créateur qui, lui, a ses idées qui sont très bonnes, et tout ça. Les créateurs. Et quel créateur. Et non, mais c'est vrai que c'était un vrai parcours créatif très intéressant avec le musée de l'armée qui, je dois dire, nous a vraiment donné carte blanche d'une certaine façon, avec du suivi, mais aussi avec beaucoup d'audace, en fait. Mika en a parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai que dans notre pratique artistique, créer des expériences immersives, en tout cas avec des nouveaux médias, c'est sortir du cadre, c'est écrire, en fait, c'est des nouvelles formes d'écriture immersive où on se pose la question évidemment du son, de l'image, mais aussi on se pose la question de la place du spectateur dans cet espace. Tu l'as dit aussi sur la question de la convention du cinéma assis, velours rouge, machin. C'est vrai que par exemple, dans le cadre de Aura Invalide, c'est un spectacle qui se vit à 360 degrés et en déambulation. Et c'était 2 éléments qui étaient importants pour nous, saisir la grandeur et on va dire l'immersion du dôme à 360 degrés, et aussi être exploré, et permettre aussi aux visiteurs d'aller découvrir les chapelles, parce qu'en fait, ce qui est assez marrant quand on va aux Invalides, pour ceux qui sont déjà allés, c'est que les gens y rentrent en journée, les gens y rentrent et puis paf, ils se baissent pour voir Napoléon. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était y rentrer et puis paf, ils lèvent les yeux pour voir la coupole, parce qu'on voulait redonner aussi avoir cet élément-là. Donc c'est aussi dans l'écriture de réfléchir à comment en fait on va guider le spectateur et comment on va le faire partie, enfin faire que le spectateur fasse partie du récit. En ce sens, je rejoins ce que vous disiez à propos de la Villette sur le spectateur-acteur. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous motive, qui nous guide dans notre création. On veut que le spectateur soit acteur. On aurait très bien pu asseoir les gens, leur envoyer une voix off et paf, c'était réglé. Mais c'était pas la démarche artistique qu'on veut faire. On veut vraiment réussir à faire que le visiteur aille chercher et soit un peu dans la création de cette façon, ou la termine en fait d'une certaine façon. Donc il y avait tout un enjeu, tout un parcours qui a été fait entre l'idée créative, narrative et créative des équipes de Jean-Baptiste, et puis derrière la validation de Cultival et du musée de l'armée, avec parfois des petites corrections qui étaient... mais on était tous du même côté du comptoir, c'était très agréable, parce que tout ce que nous voulions, c'est être dans la justesse scientifique et historique, et puis produire quelque chose qui était magnifique. Un petit mot sur l'enjeu d'intégration, parce que dans un monument tel que le Dôme des Invalides, qui a plus de 350 ans, un des défis que nous avons dû franchir, c'est avoir l'accord de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et effectivement, il n'était pas question, donc vous voyez le dôme est haut, c'est 80 mètres de hauteur, il y a ces balcons en hauteur qu'on appelle des attiques, et puis des corniches tout autour. Là, l'idée première était d'installer les équipements à ces endroits-là, mais il a fallu aussi discuter avec eux pour intégrer proprement ces équipements au sein du site. Et donc, quelques séances d'essai, Ouais, bah justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment donner à voir autrement ces monuments, mais pas non plus altérer la visite de jour. La visite de jour, elle a un propos, elle est importante, et nous, on veut pouvoir raconter autre chose en soirée.
mais sans toutefois dénaturer le monument. Donc ça a été vraiment un travail main dans la main avec les équipes de la DRAC, avec les architectes des monuments historiques, pour faire en sorte que les équipements qu'on installe, en fait, au fond, on les voit pas, quoi. On les voit le moins possible, en tout cas. Donc il y a une partie des équipements, en fait, quasiment tous les... Le temps passe vite. Les équipements sont intégrés. Il y en a certains qui sont sur chariot pour être dissimulés en journée, comme disait Jean-Baptiste, d'autres qui sont patinés aux couleurs de la pierre. Ça, c'était quelque chose de très intéressant. Et puis, nous avons aussi eu affaire à l'IRCAM, positivement, eu affaire à l'IRCAM, puisqu'il y a une grande baie vitrée qui sépare le Dôme des Invalides de l'église Saint-Louis des Invalides et ce grand panneau de verre tremblé. Donc, on a travaillé avec eux pour qu'il arrête de trembler. C'était aussi un beau moment. Je voulais juste vous dire un mot sur l'accueil des publics qui, pour nous, a été surprenant parce que bon, l'engouement est là, donc nous sommes tous très heureux. Ce que nous avons remarqué, c'est que nous avons beaucoup de jeunes publics qui viennent. Donc évidemment, dans les prévisionnels, nous avions posé cette hypothèse d'avoir des moins de 16 ans, des moins de 26 ans qui venaient, mais là, ils sont vraiment venus en nombre, puisqu'on a plus de 35% de nos visiteurs qui ont moins de 26 ans. Et nous avons remarqué avec les réseaux sociaux, et notamment avec TikTok, qui s'est vraiment emparé complètement de Aura, qui est très visuel et qui donne envie de le partager, qu'il y avait des groupes de jeunes qui réservaient en même temps sur la même séance. Donc, comme nous avons l'outil de réservation, on peut suivre ça en direct. Donc, à un moment, il y avait quatre jeunes, le même jour à la même séance, qui réservaient. Il y a eu ce phénomène-là, qui était inattendu et qui, en fait, bouscule un petit peu la vision que nous avions du profil des publics. Ouais, et puis moi, je ne sais pas s'il est temps de conclure, en tout cas, ce sera peut-être ma conclusion, mais par rapport à ce que disait Michael sur faire vivre ce genre d'expérience sur les territoires, dans les territoires, moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi. J'ai grandi en province et en fait, là, on voit le monument parisien par excellence, mais en fait, il y a des joyaux comme ça, il y en a vraiment partout en France et en Europe. Et c'est vrai que notre ambition, notre envie, c'est aussi de créer des formats aussi on va dire, exigeants artistiquement, aussi audacieux, un peu partout en Europe, en France, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parisiano-parisien, cette histoire. C'est qu'il y a des potentiels assez infinis avec le patrimoine qu'on a chez nous pour vraiment diffuser cette redécouverte du patrimoine au plus grand nombre. Tout à fait d'accord, Jean-Baptiste, on va faire ça ensemble. Merci beaucoup à tous pour votre accueil. Merci. Nous vous écoutons. Oui. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, j'ai constaté, je suis aveugle, et donc tous ces dispositifs sont effectivement très intéressants, mais pour les publics déficients visuels, et ils sont assez peu accessibles le plus souvent. Je pense qu'effectivement l'IA et tout ça va permettre peut-être de rendre les choses plus accessibles. Voilà, c'était pour vous dire qu'effectivement là aujourd'hui c'est un public jeune qu'il vise, mais ce public jeune va vieillir. Or, il va avoir une culture du jeu qui s'ancre quand même énormément aujourd'hui, on le voit. Donc, en vieillissant, il continuera à avoir envie de jouer. Ils verront peut-être un peu moins bien, entendront un peu moins bien. Donc, n'oubliez pas ce point-là. Et je pense que c'est pas nécessairement évident à intégrer, mais je pense que c'est indispensable. Merci. Alors, merci pour cette question. Alors, vous vous en doutez, on est un établissement public à la Villette et donc on doit donc répondre à la demande de tous les publics. Donc, il y a vraiment un service accessibilité. Et donc, au sein de ce service accessibilité, on travaille avec Sarah Roussiac, que certains connaissent peut-être,
et qui se charge justement de réaliser des parcours pour les publics malvoyants, tous les publics PSH, PMR. Et donc sur des expositions comme Popper ou le Labyrinthe de Tim Burton, qui ne sont pas des expositions purement visuelles, on est aussi sur du sensoriel, du tactile notamment, et donc on a tout de même réussi à faire des visites avec ces typologies de publics. Donc voilà, certes, on va vers l'immatériel, mais tout de même, dans ces expositions immersives, on reste aussi sur de la 3 dimensions, et donc des possibilités de toucher et d'appréhender l'exposition pour des publics plus larges. Juste sur l'immersif, justement, on travaille beaucoup sur le son, parce que finalement, le son est peut-être le sens, je dirais, le plus immersif qu'il soit. C'est-à-dire qu'on a un outil naturel, nos oreilles, qui nous permettent finalement de ressentir les choses en 360. Et on a énormément de travail à faire aujourd'hui dans la musique, dans les spectacles. Et aujourd'hui, on arrive quand même à... Nous, on travaille évidemment avec Tadam sur des projets uniquement autour du son, uniquement autour de la musique, pour faire redécouvrir notamment des écoutes d'albums qui ont été remasterisés en Dolby Atmos ou dans différents formats, pour écouter la musique d'une manière immersive. Et je peux vous assurer que ça provoque une émotion complètement différente. Sur la partie aura, une des particularités de l'expérience a été la création d'une bande originale complète. Donc, nous avons eu le plaisir d'assister aux enregistrements d'ailleurs. Le Dôme des Invalides est un endroit assez particulier. En fait, le confort sonore est un vrai enjeu parce qu'il y a 9 secondes d'écho quand on est dans le Dôme des Invalides. Et donc là, il fallait pouvoir sonoriser pour 500 personnes sans qu'il y ait ce phénomène d'écho qui peut être assez désagréable. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre remarque et votre témoignage. Ça fait jamais de mal, et bien au contraire, de l'entendre. Je pense qu'on peut prendre une deuxième et dernière question avant de passer à la conclusion. Oui. Donc moi, c'est une question plutôt par rapport au public. Donc vous visez plutôt les jeunes publics, par exemple. Et donc je me demandais, selon vous aussi, en fonction parce qu'on est quand même dans des espaces qui sont plutôt des espaces muséaux. Pour vous, qu'est-ce qui fait que le visiteur est prêt souvent à payer aussi le prix de l'exposition, qui d'habitude, c'est des espaces qui sont gratuits pour les jeunes. Donc selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à payer des expositions qui sont souvent même plus chères qu'une exposition classique? Alors, moi, je voudrais répondre sur la partie publique, pas sur la partie ici, mais en fait, on ne vise pas les jeunes. En fait, ce qu'on est très touché qu'il y ait des jeunes qui viennent aux Invalides, qui n'avaient jamais foutu les pieds aux Invalides, ça nous touche énormément. Mais j'ai eu aussi plein de messages de gens, de parents de mes amis, par exemple, qui ont été touchés par la façon dont on pouvait redécouvrir un lieu qu'ils connaissaient, etc. Donc en fait, je pense que c'est un peu la beauté de ce qu'on vise. Je pense aussi que c'est ce qui fait le côté un peu universel. C'est que, enfin, dit comme ça fait un peu simpliste, mais il y a un côté où justement chacun peut y trouver son compte. Il y a des gens qui vont qui vont découvrir l'histoire, il y a des gens qui vont découvrir des technologies, il y a des gens qui vont découvrir qu'on est capable de faire du mapping 3D dans un lieu historique, et il y a des gens qui vont découvrir que ce lieu historique est cool parce qu'ils aiment bien le mapping 3D. Donc en fait, c'est un peu la croisée des âges et des cultures, je dirais. Voilà, et côté... Oula, ça marche plus. C'est le vert. Ou le... Ça marche? Ça marche plus. Ça marche? Oui, celui-là. Merci. Donc oui, côté Villette, pour répondre à la question qui est très intéressante de pourquoi effectivement le public est prêt à payer, et notamment le jeune public, sur ce type d'exposition et qu'ils ont... Voilà, sur des expositions publiques des institutions... de l'État. Nous, à la Villette, on est un établissement public et c'est justement tous les enjeux qu'on cherche à accompagner tous les producteurs extérieurs d'événements qu'on accueille, de les accompagner sur l'accessibilité du public au plus large, donc de travailler aussi sur des tarifs plus accessibles.
Je pense notamment à Pauper où c'est déjà un petit peu cher sur un tarif à 18 €, mais avec l'accessibilité des carticom, des professionnels, des personnes en situation de handicap, des chômeurs, etc. Des choses que eux n'ont pas forcément en fonctionnement parce que c'est une autre économie et c'est aussi notre travail d'accompagnement. Et après, je pense que le jeune public, plutôt côté adolescent, qui n'est pas forcément accompagné de ses parents, de choses comme ça, il y a un côté qui a été évidemment évoqué, qui est évident, qui est les réseaux sociaux, et qui a un engouement, et qu'en fait, ça devient plus qu'une exposition, une réelle animation, un spectacle. C'est autre chose qu'ils ont envie d'expérimenter. Mais c'est en ça que le travail peut être intéressant, d'inclure ce contenu scientifique dans ces animations, dans cet entertainment finalement, et que les deux peuvent finalement se combiner et permettre de découvrir autre chose. Voilà. Je me permets rapidement de rajouter un élément. Donc, quand on regarde un petit peu où vont les publics à Paris et même un peu en Île-de-France, les publics ne vont pas au Louvre, ils ne vont pas au Centre Pompidou. Les publics, majoritairement, ils vont à Disneyland Paris. Donc, c'est quand même un tarif plus important, Disneyland. Alors, je ne sais plus si quelqu'un l'a en tête le prix du billet. Voilà, peut-être 30, 40 €. Donc, si on arrive à capter les publics plus... 90 €. Voilà. Bah, écoutez, si on arrive à capter ces publics Disneyland et à les faire venir dans des institutions patrimoniales, culturelles, publiques, bah, écoutez, c'est tout gagné. Et puis en plus, si on peut les faire revenir, bah, c'est formidable. Oui, mais c'est pas... Moi, je vais me permettre une toute dernière question qui est du coup liée à cette idée du tarif, qui est la question du public du champ social, qui est un public qui est hyper important pour nous qui bossons en médiation. Comment on peut atteindre ce genre de public avec des événements, des spectacles comme ceux-là qui sont des investissements et qui nécessitent des coûts particuliers. Alors, effectivement, ce sont des expériences avec des coûts qui sont assez importants. Le champ social se caractérise en fait avec les contacts que nous avons, que ce soit au niveau de la mairie, de la région, du département. Ce sont les acteurs du champ social qui, eux, nous sollicitent pour que nous intervenions. Et nous avons, bien évidemment, ils sont inclus dans la démarche, puisque le propos, c'est vraiment de faire visiter au plus grand nombre. Donc, ils sont totalement dans la boucle. Pareil. Pareil. Bon, bah, c'est super. Merci à toutes et à tous. Je vais passer le micro à Clara qui va conclure cette journée d'études. Donc, je vais tenter de conclure cette journée d'études. Merci à tous d'être restés, à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Donc, comme nous le rappelait Nathalie Bondy dans l'introduction de cette journée d'études, ce nouveau rapport au sensoriel, il n'est pas nouveau dans le monde de l'art finalement, mais on le voit de plus en plus apparaître et il sert à créer cette relation privilégiée entre les visiteurs et les œuvres d'art. En table ronde 1, on a pu redécouvrir, grâce à l'exposition Parfums d'Orient, cet objectif de la dimension olfactive dans l'exposition, qui passe par des dispositifs et puis justement cette question de comment construire une narration presque parallèle à la narration par le texte, mais par les odeurs, avec des dispositifs très intéressants. On a pu aussi avoir l'expérience du centre culturel La Cuisine, où c'était très intéressant de voir que la nourriture et la cuisine, c'était à la fois le mode de médiation, mais aussi ce qui était exposé finalement, les deux, et que ça permet par ce sens-là, qu'on ne voit pas d'habitude dans les expos, de renouer avec tout un territoire, et c'était très intéressant. Et puis avec cette odyssée sensorielle du MNHN, on a pu voir comment, notamment dans l'enjeu de l'environnement, cette médiation par le sens, elle peut justement permettre aux visiteurs de mieux appréhender et comprendre son environnement. Dans la table ronde 2,
on a pu, avec toute cette réflexion autour des médiations scénarisées, théâtralisées, voir déjà avec cette exposition avec Fanny Amonique, que j'ai perdu du regard, cette nouvelle approche par le ludique et par le jeu qui fait vraiment corps avec le propos scientifique de l'exposition et qui a permis au niveau du visitorat et du public d'avoir des résultats qui étaient attendus et qui sont très réjouissants. Avec l'intervention d'Alain Batifoulier, on a pu justement avoir des détails avec le regard scénographique que vous aviez sur cette approche par les sensations, par le théâtral, par la poésie, dans les objets, dans comment mettre les objets et ce qui est exposé en regard les uns avec les autres. Et puis Victoria Decoq et Frédéric Changenet ont pu nous en dire plus sur ce choix de l'Hôtel de la Marine, d'avoir vraiment une relation immédiate entre le visiteur et son environnement, sans cartel, avec tous les défis que ça impose en termes de médiation sonore. Et puis dans cette dernière table ronde autour de l'immersif, on a pu voir tout ce qui motivait un peu ce nouvel essor dans le paysage culturel, avec l'idée de renouveler le public, de donner un nouveau souffle à un lieu patrimonial, d'ouvrir aussi des nouvelles possibilités en termes d'itinérance, par exemple. Et tous les moyens techniques que ça implique, le rapport à l'écran, tous les nouveaux métiers de l'audiovisuel qui s'amènent dans le processus d'exposition. Et puis, cette réflexion autour du spectaculaire et de l'impressionnant, et comment, en fait, l'apport scientifique et le grand public peuvent se rencontrer et ne sont pas incompatibles, et ça nous amène vers des nouvelles formes d'exposition qu'on va sûrement de plus en plus voir dans le futur. Donc je voudrais remercier d'abord vous toutes et vous tous, vous remercier de votre venue, de votre attention pendant cette journée d'études, et puis d'être restés jusqu'au bout aujourd'hui. Encore un grand merci à l'IMA de nous avoir accueillis royalement dans cette salle magnifique et d'avoir pu faire en sorte que cette journée d'études se passe ici. Merci à toute l'équipe. Et puis merci aux intervenants et aux intervenantes d'aujourd'hui pour leur intervention d'une grande qualité. Merci à l'Université Sorbonne Nouvelle et puis aux quelques membres du personnel qui étaient là dans la salle aujourd'hui pour leur coup de pouce en termes de matériel, communication. Et plus particulièrement, merci à l'équipe pédagogique du Master MPE, Madame Cécile Camard, Madame Clélia Don, pour votre accompagnement et puis vos conseils précieux.